L'égyptomanie dans l'Antiquité. Le désir de percer les secrets de la civilisation égyptienne remonte bien plus loin qu'on ne le pense. Considérez ceci. Le règne de Cléopâtre est en réalité plus proche du XXIe siècle que de l'époque des pyramides. L'Égypte ancienne est vraiment très ancienne. Une civilisation si ancienne et vaste que même dans sa chronologie, ses grands moments paraissent très éloignés. Et si nous suivons cette chronologie, notre histoire de fascination pour cette culture nord-africaine commence dans l'Antiquité elle-même, à l'époque de la Rome antique. Les Romains furent les premiers Européens à réellement tomber sous le charme de l'Égypte. Leur engagement relevait à la fois d'un calcul politique et d'une fascination culturelle. D'abord Jules César, puis Marc-Antoine tombèrent sous le charme de l'Égypte, ou plus précisément, sous celui de Cléopâtre VII, qui incarnait le charisme et le mystère de son ancien royaume. Après que Rome eut annexé l'Égypte en 30 avant notre ère, l'Empire importa massivement ses symboles. Des obélisques furent envoyés et installés sur les places romaines. Les pièces de monnaie montrèrent des sphinx. L'art égyptien a été imité et revisité. Rome ne se contentait pas de gouverner l'Égypte, elle l'exhibait, annonçant son contrôle par l'appropriation. La religion a aussi intégré l'influence du Nil. Les écrivains romains décrivaient avec enthousiasme les dieux égyptiens, les mêlant parfois à leur panthéon. Sérapis, divinité hybride d'Osiris et Apis, visait à unir Égyptiens et Romains sous une même foi. Le Nil fut personnifié sous la forme du dieu Nios. Horus était représenté comme un soldat à tête de faucon en armure romaine, et Alexandre le Grand s'est célèbrement proclamé fils divin d'Amon, après avoir visité l'oracle de Siwa. Mais la véritable vedette était Isis. Son culte s'est largement diffusé hors d'Égypte, atteignant la Méditerranée et l'Europe. Des pèlerins se rendaient à son temple à Philae, et des sanctuaires, qui lui étaient dédiés, apparaissent dans tout le monde gréco-romain, de l'île grecque de Délos jusqu'à l'actuelle Allemagne. Les artisans romains ont créé des œuvres de style égyptien, qui étaient romaines dans leur essence, mais enveloppées de motifs inspirés du Nil. L'Égypte était à la fois exotique, spirituelle et à la mode. Une terre à conquérir et une culture à s'inspirer et remodeler. Renaissance et lumière. À la Renaissance, l'Égypte réapparut dans l'imaginaire européen via les ruines de Rome. La majorité des Européens des 15e et 16e siècles n'étaient jamais allés en Égypte et ne connaissaient ce pays que par ouï-dire. Ils trouvaient des obélisques et statues égyptiens déplacés par les Romains des siècles auparavant. Ironiquement, ce qu'ils pensaient être l'Égypte authentique était déjà une réinterprétation romaine. L'élite de la Renaissance a intégré avec enthousiasme l'imagerie égyptienne dans sa propre culture. Les papes ont redressé des obélisques à Rome, les réinterprétant en symboles chrétiens de la suprématie papale, à l'instar des empereurs romains, qui s'en servaient pour montrer leur pouvoir. Les hiéroglyphes, alors indéchiffrés, étaient vus comme des codes mystérieux, protégeant une sagesse secrète. Des érudits ont créé des néo-hiéroglyphes, faux alphabets paraissant exotiques et égyptiens, pour exprimer des concepts philosophiques européens. Cela a renforcé la fascination de l'Europe pour l'ésotérisme. Les alchimistes et occultistes pensaient que l'Égypte cachait les plus grandes vérités de l'univers. La tradition hermétique, qui se réclamait du sage mythique Hermès Trismégiste, était considérée comme d'origine égyptienne. L'Égypte devint davantage une bibliothèque imaginaire de secrets mystiques, à révéler qu'un lieu réel. Pendant le siècle des Lumières, l'image de l'Égypte changea de nouveau. Elle n'était plus seulement mystérieuse. Elle devint vénérée comme le berceau du droit, de la science et de l'ordre. Les philosophes louaient l'Égypte comme une source de civilisation. Les voyageurs du Grand Tour, désireux de s'enrichir culturellement, pouvaient s'émerveiller de l'Égypte par procuration sans jamais quitter le sol européen. Les obélisques de Rome, les bibliothèques de récits de voyageurs et l'art inspiré de l'Égypte offraient aux élites une découverte de la vallée du Nil sans les risques du voyage. L'Égypte était devenue une idée autant qu'un lieu. L'expédition égyptienne de Napoléon. L'obsession a explosé en 1798 lorsque Napoléon Bonaparte a lancé sa campagne en Égypte. Ce n'était pas qu'une opération militaire, c'était aussi du théâtre, de la propagande et de l'érudition. La France se voyait comme l'héritière de Rome, et l'Égypte, autrefois une province romaine, était mûre pour être revendiquée. Militairement, les forces de Napoléon ont été battues, mais culturellement, elles ont changé l'Europe à jamais. Napoléon a emmené plus de 100 savants, ingénieurs et artistes avec son armée.
Leur enquête monumentale, la description de l'Égypte, était encyclopédique dans sa portée. Temples, plantes, animaux, monuments, tout a été méticuleusement documenté. Sa publication a créé une sensation en Europe, faisant de l'Égypte une réalité et non plus un mythe. Elle a été cartographiée, cataloguée et illustrée avec des détails saisissants. Et puis, vint la pierre de Rosette, un fragment de granodiorite gravé d'un décret rédigé en 3 écritures différentes. Hiéroglyphes égyptiens, démotiques et grecs anciens. Découverte par des soldats français en 1799, elle fut saisie par les Britanniques après la défaite de Napoléon, mais resta inestimable. Cela prendrait des décennies. Mais en 1822, Jean-François Champollion a finalement percé le code des hiéroglyphes. Ce moment a marqué la naissance de l'égyptologie. Ce qui avait commencé comme l'aventure militaire ratée de Napoléon avait transformé l'imaginaire européen et jeté les bases à la fois de l'égyptomanie et de la science même de l'égyptologie. L'égyptomanie était à la fois académique et politique. Grande-Bretagne et France se disputaient l'influence. En 1882, la Grande-Bretagne dépassa la fascination, instaurant le protectorat voilé. L'Égypte, jadis exotique, était désormais sous le contrôle des puissances européennes. Ce qui avait débuté comme un spectacle était désormais à la fois une discipline scientifique et un projet colonial. La naissance du tourisme moderne. Pendant des siècles, seuls les rois, les empereurs et les riches pouvaient voyager en Égypte. À la fin du XVIIIe siècle, la tendance changea. N'étant plus limitées aux monarques, des personnes privées fortunées finançaient des expéditions, souvent motivées moins par la science que par la vanité. Des archéologues amateurs parcoururent les ruines avec enthousiasme, mais peu de formation, produisant des récits et des illustrations qui fascinaient le public européen. Au XIXe siècle, le tourisme s'est industrialisé grâce à Thomas Cook, pionnier des voyages organisés. Son entreprise offrait des croisières sur le Nil, des visites guidées et des itinéraires confortables, rendant l'Égypte accessible à la classe moyenne. Dans les années 1880, les bateaux à vapeur de Cook monopolisaient pratiquement le trafic touristique sur le Nil. Ce qui avait autrefois été le domaine réservé des pharaons, des empereurs et des érudits était désormais transformé en aventure pour des Européens curieux, disposant de revenus disponibles. La marchandisation de l'Égypte. Avec l'essor du tourisme, l'Égypte est également devenue une marchandise. Les expositions universelles et foires présentaient des pavillons égyptiens somptueux qui éblouissaient les visiteurs. Les cimetières à travers l'Europe ont emprunté des motifs pharaoniques. Les places des villes ont vu surgir des obélisques. Les musées de Paris et de Londres se sont livrés à une course pour amasser les collections d'antiquités les plus impressionnantes. Mais cette fascination a eu un prix. Le patrimoine de l'Égypte a été pillé à grande échelle. Le pillage des tombes a explosé. L'expression la plus étrange et troublante de l'égyptomanie était sans doute la fête de déballage de momies. Les siècles passés utilisèrent les momies comme médicaments, ou les réduisaient en poudre pour créer le pigment brun momie. À l'époque victorienne, cette fascination est devenue un spectacle. Imaginez un amphithéâtre bondé, l'air rempli de fumée et de lumière de bougies. Une authentique momie égyptienne trône au centre de la scène. Un chirurgien s'avance avec des ciseaux et des scalpels, et à mesure que chaque couche de lin est retirée, le public se penche en avant. Des exclamations retentissent à la vue des amulettes, des talismans ou des restes de chair tannée qui n'avaient pas vu la lumière du jour depuis des milliers d'années. Ces spectacles furent parfois présentés comme des conférences sérieuses, parfois comme des divertissements à la mode dans les salons. Le dîner, les boissons et la conversation cédèrent la place au spectacle final, le dévoilement d'un corps destiné à ne plus jamais être revu. La tendance s'est répandue à travers l'Europe, des collèges médicaux de Londres à l'exposition de Paris de 1867 brouillant toujours la frontière entre érudition et spectacle. Pour certains victoriens, ces événements donnaient l'impression d'offrir des aperçus palpitants des mystères de l'Antiquité. Pour d'autres, il ne s'agissait rien de moins qu'une diversion macabre, un mélange étrange de science, de spectacle et de sacrilège. Plus l'Égypte était consommée comme divertissement, plus il devenait facile de traiter le passé non pas comme un héritage, mais comme une marchandise. Alors que les universitaires tentèrent d'étudier le passé de l'Égypte, les collectionneurs, les marchands et les opportunistes le traitèrent comme un marché. De cette frénésie est né le mythe gothique de la malédiction de la momie, une histoire qui dramatisait les reliques égyptiennes comme dangereuses et surnaturelles, détournant ainsi habilement l'attention de l'horreur réelle du pillage colonial. La découverte de Toutankhamon.
La plus grande étincelle de l'égyptomanie a eu lieu le 4 novembre 1922. Financé par Lord Carnarvon, Howard Carter a regardé à travers un trou dans une tombe scellée et a murmuré qu'il voyait des choses merveilleuses. Il avait découvert le repos de Toutankhamon. À la différence de la plupart des tombes, elle était presque intacte, brillant de trésors préservés depuis plus de 3000 ans. En 1923, la mort soudaine de Lord Carnarvon a suscité des rumeurs de malédiction, renforçant la fascination mondiale pour la tombe. L'année suivante, en 1924, Carter atteignit enfin le sarcophage, révélant le jeune roi au monde moderne. Le Times avait déjà obtenu les droits exclusifs de reportage sur les fouilles, et les photographies méticuleusement mises en scène de Harry Burton ont transformé la découverte en un spectacle médiatique mondial. La découverte a captivé l'imagination du monde entier. Après les horreurs de la Première Guerre mondiale, les gens avaient soif d'évasion. Toutankhamon l'a offert. Un monde doré, mystérieux et éternel, révélé alors que la modernité affrontait la fragilité. La mode s'est inspirée des motifs égyptiens. Les femmes élégantes portèrent des robes à la garçonne, évoquant les bas-reliefs en papyrus. Les coupes de cheveux courtes reflétèrent celles des reines de l'Antiquité, et l'art déco s'inspirait largement du design pharaonique. Cléopâtre et Isis ont été réimaginés comme des icônes du pouvoir féminin. La tutomanie a envahi l'Europe et l'Amérique. Pourtant, en Égypte, Toutankhamon symbolisait quelque chose de plus profond. Les années 1920 ont vu croître le nationalisme. Pour les Égyptiens, le jeune roi était une merveille archéologique et un symbole d'indépendance et de continuité. Les écoles enseignent l'histoire pharaonique, dirigées par des égyptologues égyptiens. Les musées autrefois dirigés par des Européens sont passés sous contrôle égyptien. Toutankhamon a été récupéré comme une icône nationale. Un lien entre fierté passée et identité moderne. L'égyptomanie en dit moins sur l'Égypte ancienne que sur les sociétés qui s'y sont fixées. Pour Rome, c'était le reflet du pouvoir impérial. Pour les penseurs de la Renaissance et des Lumières, c'était un lieu de mystère et de sagesse. Pour les Victoriens, c'est à la fois un spectacle et une marchandise. Et au XXe siècle, Toutankhamon en a fait un phénomène médiatique mondial. Mais l'histoire ne se limite pas à l'appropriation. Le tombeau de Toutankhamon a permis à l'Égypte de reprendre possession de son passé, transformant la fascination en fierté nationale. L'égyptomanie, donc, ne concerne pas seulement les obsessions de l'Europe, elle témoigne aussi de la résilience de l'Égypte. En réalité, l'égyptomanie n'a jamais vraiment cessé. Des super-productions hollywoodiennes comme Cléopâtre et la momie à la demande mondiale continuent pour les expositions égyptiennes. La fascination persiste. L'Égypte ancienne sert toujours de miroir au désir moderne, qu'il s'agisse de glamour, de mystère ou de pouvoir. Son héritage reste indéniable, durable et, en fin de compte, lui appartient en propre.